Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, une capsule un peu spéciale. On parle de chimie appliquée. Ici, on va parler de biologie, donc on parle des gaz en biologie. Je ne ferai pas de blagues de mauvais goût. On ne parlera pas de ce type de gaz que vous avez tous pensé. Donc, on va penser plus à l'impact de la pression des gaz sur notre anatomie. Donc, la première chose à comprendre quand on parle de pression des gaz, évidemment, on va parler de la respiration. Donc, comment on fait pour respirer? L'idée, c'est qu'on a du gaz à l'intérieur des poumons et on a une trachée, donc qui est un tube qui relie notre bouche et notre nez, en fait, jusqu'à nos poumons, okay, par la trachée et par les branches. Si on veut permettre à l'air de rentrer, et on va jouer avec un jeu de pression. Comment on fait? Bien, on sait que si on augmente le volume, ça diminue la pression, logiquement. Donc, qu'est-ce que ça va faire que la pression diminue? C'est que je vais avoir une pression plus faible dans mes poumons que la pression atmosphérique à l'extérieur du corps. L'air se déplace toujours d'une haute pression à une basse pression pour équilibrer la pression. Hein. Tout cherche à atteindre un équilibre. Donc, pour équilibrer, dis-je, la pression. Donc, à ce moment-là, l'air va rentrer par les voies nasales pour aller combler le vide qui avait été laissé par cette augmentation de volume des poumons. Je vais avoir trois choses qui vont me permettre de faire ça. Évidemment, on a l'agrandissement de ma cage thoracique, mais on a aussi un muscle qui est situé en bas des poumons, qui est le diaphragme. Celui-ci va s'abaisser pour, encore une fois, augmenter les poumons. Donc, ça se fait au même moment, ça se fait au moment de l'inspiration pour s'assurer d'augmenter le volume et donc de diminuer la pression pour faire rentrer l'air. Vous vous souvenez, on avait parlé de pression partielle dans la capsule sur les pressions au chapitre 2. Eh bien là, elle prend toute son importance. Donc présentement, ce que nous avons, c'est une atmosphère qui est composée à peu près à 80 donc 78 d'azote et à peu près 20 d'oxygène. Le reste, c'est des résidus. OK? Évidemment, on parle d'air sec, on ne parle pas de vapeur d'eau, mais ça nous donne un peu une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Donc, il y a quand même beaucoup d'oxygène et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a très peu de dioxyde de carbone. Donc, la pression qui est faite par l'oxygène est plus faible que la pression faite par l'azote et la pression faite par l'oxygène est beaucoup plus forte que celle faite par le dioxyde de carbone. Au moment de la respiration, on a donc de l'oxygène en grande partie. Donc, on va avoir beaucoup d'oxygène et très peu de dioxyde de carbone. Je n'ai pas pris le temps de représenter l'azote. Je veux vraiment qu'on se concentre sur l'oxygène et le dioxyde de carbone. Donc, dans l'alvéole pulmonaire, donc dans les poumons, je vais avoir beaucoup d'oxygène, très peu de dioxyde de carbone. Donc, la pression partielle faite par l'oxygène est très importante par rapport au dioxyde de carbone. Si je regarde au niveau de mon capillaire sanguin, exactement le contraire. Donc, j'ai du sang bleu, du sang vicié, rempli de dioxyde de carbone qui m'arrive de mes cellules et qui contient peu d'oxygène parce que mes cellules ont brûlé l'oxygène pour bouger, pour réfléchir, pour regarder, pour peu importe. OK? Donc, pour faire nos fonctions vitales. À ce moment-là, j'ai donc une pression qui est très, très forte au niveau de mon dioxyde de carbone et beaucoup plus faible au niveau de mon oxygène. Pour équilibrer cette pression, je vais donc avoir de l'oxygène qui va passer de mon alvéole pulmonaire à mon capillaire sanguin. Et au niveau du CO2, c'est le contraire. Je vais avoir du CO2 qui va vouloir aller équilibrer la pression, donc qui va sortir de mon capillaire sanguin pour aller dans l'alvéole pulmonaire. Au moment de l'expiration, je vais donc pouvoir recracher ce dioxyde de carbone et me débarrasser de ce gaz-là qui peut être très nocif pour notre santé. Maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau de la cellule. Au niveau de la cellule, je brûle l'oxygène. Donc, j'ai du sang très oxygéné qui arrive au niveau de ma cellule. L'oxygène veut sortir de mon capillaire sanguin parce qu'à l'extérieur, il y a peu d'oxygène. L'oxygène est brûlé au fur et à mesure. Donc, comme j'ai peu d'oxygène à l'extérieur de ma cellule, l'oxygène quitte mon capillaire sanguin pour aller vers ma cellule où il va brûler du sucre. Le résultat de cette combustion de sucre, donc de cette production d'énergie, c'est du CO2. Donc, le CO2 se retrouve dans ma cellule en très grande quantité et va avoir un déséquilibre au niveau de mes pressions partielles.
Je vais donc avoir de l'oxygène qui va passer de mon capillaire sanguin à ma cellule et du dioxyde de carbone qui va quitter ma cellule pour rentrer dans mon capillaire sanguin. Et donc, pour pouvoir être acheminé tranquillement vers mes poumons et recommencer le cycle pour qu'on soit capable d'avoir une quantité intéressante d'oxygène pour pouvoir faire nos fonctions vitales. Maintenant, je vous ai parlé de l'impact de l'altitude sur la respiration, mais entre autres sur la pression atmosphérique. Donc, on vous a dit que si on était à haute altitude, ben, j'ai une moins grande colonne d'air au-dessus de la tête, donc une moins grande force, donc une moins grande pression. Quel sera l'impact de tout ça? Bien évidemment, quand je suis en basse altitude, comme quand je suis à haute altitude, mais que je suis monté assez lentement, j'ai une pression à l'intérieur et à l'extérieur de mon oreille interne qui est égale. Donc, qui pousse de la même côté sur mon tympan. Il faut vous rappeler que le tympan est très sensible aux variations de pression. S'il ne l'était pas, on serait sourd. Donc, qu'est-ce que je fais présentement, ou du moins, que fait je devrais dire que fait votre haut-parleur présentement? Donc, votre haut-parleur projette des vibrations, ce qui veut dire des variations de la pression sous forme d'une onde sonore, et c'est ce qui est perçu par votre tympan. Évidemment, si votre tympan n'est pas assez sensible à ces variations de pression-là, ben, vous ne serez pas capable de sentir la vibration, donc vous n'entendrez plus rien. Vous allez devenir complètement sourd. Donc, le son, c'est vraiment une vibration de l'air envoyée sous forme d'onde sonore. Comme elle est très sensible aux variations de pression, ben, si j'augmente en altitude trop rapidement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la pression ne sera plus équilibrée. Donc, je vais avoir une diminution de la pression atmosphérique, de la pression à l'extérieur de mon oreille. Mais à l'intérieur, j'ai la même quantité d'air. Donc, elle reste la même. Je vais donc avoir un tympan qui va se bomber et en étant plus tendu, ben, je vais moins percevoir les vibrations, donc je vais moins entendre. C'est ce qui fait qu'on dit qu'on a l'oreille bouchée. Qu'est-ce que ça fait maintenant de mâcher de la gomme? En fait, c'est qu'à l'intérieur de l'oreille, on a un tube qui relie le fond de l'oreille, donc l'oreille interne, à la bouche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va mâcher de la gomme ou quand on baille? C'est qu'on va ouvrir ce canal-là. Donc, on va forcer notre corps à ouvrir ce canal-là et automatiquement, la pression va s'équilibrer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui va nous permettre de diminuer la pression dans notre oreille interne et donc d'avoir une pression équilibrée rendue en haut en haute altitude et donc de bien entendre les sons. Bon, évidemment, on peut faire des blagues par rapport à l'ensemble de ces phénomènes, mais parfois, si on fait une blague en espérant avoir une augmentation de température, ça ne fait qu'augmenter la pression. C'est une blague. Évidemment, tout ce que je viens de vous expliquer, on l'utilise à pression normale, ce qui veut dire à 101,3 kPa. Mais si on monte en altitude, on va avoir une variation de pression, comme je vous ai dit. Et si on a une variation de pression, ben, c'est sûr qu'il va avoir un impact au niveau de notre respiration. Donc, notre respiration, on a besoin d'avoir cette pression-là de l'oxygène pour forcer notre oxygène à rentrer dans notre capillaire sanguin. Le problème, c'est que ce que vous voyez ici, on a une pression en altitude qui est plus faible que la pression normale. En ayant une pression plus faible, on a une pression partielle de l'oxygène qui est aussi plus faible. Et donc, je vais avoir moins d'oxygène qui va être forcé à l'intérieur de mon capillaire et ça va m'occasionner un inconfort, évidemment. Cet inconfort-là porte un nom, c'est ce qu'on appelle le mal des montagnes. Donc, quand on a le mal de montagne, qu'est-ce qu'on peut avoir? On parle de fatigue, de nausée, d'enflure du visage, d'enflure des mains. On parle de maux de tête, de troubles de sommeil, de confusion, d'hallucination, de tremblements, de titubation. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut avoir quand on fait de l'alpinisme. Évidemment, je ne parle pas ici du Mont-Saint-Hilaire. Commencez pas à vous dire que vous avez le mal des montagnes en haut du Mont-Saint-Hilaire, vous allez avoir de l'air fou. On parle de montagnes plus importantes. Donc, on parle par exemple de l'ascension pour aller voir le Machu Picchu au Pérou, le mont Everest, le Kilimanjaro. Donc, des montagnes qui ont une altitude assez grande pour pouvoir avoir une influence importante. Il y a un autre moment où les variations de pression peuvent être très importantes, et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est très connu par les plongeurs. C'est qu'on fait de la plongée sous-marine.
On sait que la respiration sous l'eau va se faire de la même façon, avec un tuba ou avec une bonbonne. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que à ce moment-là, la pression qui est faite sur l'air, c'est pas juste la colonne d'air qui nous la donne, mais c'est aussi la colonne d'eau. Donc, les deux vont s'accumuler ensemble et vont créer une pression beaucoup plus élevée que la pression atmosphérique. Et la variation, comme l'eau est très dense par rapport à l'air, la variation est très importante. On parle de 10 kPa par mètre de profondeur. Donc, évidemment, si quelqu'un plonge dans l'eau, il doit évaluer ce principe-là. Ça va avoir un paquet d'impacts au niveau de son organisme. En fait, les impacts que ça a, c'est sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est à cause de l'azote. Donc, le problème avec l'azote, on a parlé de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans l'ensemble de nos principes de respiration, et on parle rarement de l'azote. Mais en fait, l'azote, on l'inspire aussi. C'est juste que les échanges sont pas très nombreux, puis on a autant d'azote qui rentre que d'azote qui sort. Donc, on a de l'azote dilué dans notre sang, mais très peu, et cet échange-là se fait avec les mêmes quantités. Le problème est le suivant. Si je suis en haute profondeur, donc si je suis très profondément dans l'eau, bien, la pression de l'azote est beaucoup plus élevée. Donc, en étant beaucoup plus élevée, on va avoir une plus grande quantité d'azote qui va être dissous à l'intérieur de notre sang. Cet azote-là va créer ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. Pourquoi on appelle ça comme ça? Ben, parce que vous allez voir que les symptômes ressemblent beaucoup aux symptômes de l'ivresse à l'alcool. Donc, comment ça se passe? C'est que l'ivresse des profondeurs va nous créer, évidemment, tous les symptômes que je vais vous donner, c'est de plus en plus profondément dans l'eau. Donc, vous voyez un petit peu les profondeurs reliées. Mais au départ, on va parler d'euphorie, d'altération des capacités de raisonnement et de la mémoire, hilarité, idée fixe, confiance excessive en soi, incapacité de faire des calculs simples, somnolence, hallucination, altération du jugement, hystérie, angoisse, détérioration des capacités intellectuelles et de la dextérité, confusion, perte de connaissance, mort. Donc, c'est important d'être capable de juger à quelle profondeur on est pour ne pas dépasser une certaine profondeur à cause de l'azote. Un autre phénomène qui va se passer, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au niveau de l'oreille. Donc ici, quand la personne va descendre sous l'eau, donc à la surface, la pression est égale à l'intérieur et à l'extérieur, donc dans l'oreille interne et dans l'oreille externe. Mais quand on va descendre, la pression à l'extérieur va augmenter à cause de la pression de l'eau. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir généralement, parce que généralement la descente se fait pas très rapidement, donc à ce moment-là, je vais pouvoir équilibrer la pression en faisant rentrer de l'air par le même tube que je vous parlais, qui est situé entre l'oreille interne et la bouche, et donc équilibrer la pression. Pourtant, quand on va remonter, là, il peut avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'un plongeur qui est inexpérimenté va peut-être mal calculer son temps de plongée. Et en calculant mal son temps de plongée, il va voir sa quantité d'oxygène diminuer. Et donc, va avoir tendance à remonter beaucoup trop rapidement. En remontant, la pression à l'extérieur de l'oreille va diminuer très rapidement. Et quand elle va diminuer, ben, il faut absolument que je sois capable d'équilibrer ma pression dans mon oreille interne, ce qui ne va être pas nécessairement évident pour celui qui monte trop rapidement. Si la variation de pression est trop grande entre l'oreille interne et l'oreille externe, le tympan ne sera pas capable de vivre avec, dans le fond, de résister à cette variation de pression-là et va finir par déchirer. L'autre problème, c'est qu'il y a à l'extérieur de l'oreille, donc derrière l'oreille, il y a trois petits osselets qui sont super importants, qui servent comme centre d'équilibre. Donc, au moment où est-ce que le tympan va déchirer, l'autre élément que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez altérer le travail de ces trois osselets-là. Donc, en plus d'avoir une douleur excessive au niveau de l'oreille, vous allez aussi avoir des nausées et être complètement étourdi parce que vous ne savez plus où se situe votre tête, vous n'avez plus aucune idée d'équilibre, donc vous perdez complètement l'équilibre et vous allez vomir. Donc, c'est vraiment important quand vous faites de la plongée de bien être capable de gérer votre temps de plongée et de gérer surtout la vitesse à laquelle vous allez autant descendre que monter à cause de ce jeu de pression. Évidemment, au moment de la remontée, je vais avoir aussi de l'azote qui va être situé et ce qu'on veut éviter, c'est que cet azote-là se regroupe.
Parce que la diminution de pression due au fait qu'on est remonté trop rapidement va faire que la pression sur l'azote, donc la pression partielle de l'azote va être plus faible. Donc, elle va avoir tendance à redevenir gazeuse. Et on ne veut pas de bulles dans les capillaires. Jamais, 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 jamais. Donc, on ne veut pas que cet azote-là fasse ça. Donc, généralement, les gens qui font de la plongée le savent, on doit remonter en plateau, ce qui veut dire que quand on va repartir du fond marin, on va remonter graduellement et on va se donner un temps d'adaptation au corps à chaque plateau pour nous permettre d'éliminer notre azote, premièrement, et aussi nous permettre d'équilibrer la pression à l'intérieur de notre oreille. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette nouvelle capsule de chimie. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.